Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géométrie. Allez, je vous avais promis des exercices corrigés. Donc la consigne, vous la connaissez. Je vais vous montrer d'abord les énoncés. Vous cherchez les exercices, vous mettez sur pause, vous passez le temps que vous voulez. Et après seulement vous regardez la correction. D'accord? Sinon, ça vous sert à rien. Donc après, bon voilà, c'est vous qui êtes responsable de vos études. Mais si vous voulez apprendre, il faut chercher avant. C'est hyper important. Ok, alors on est parti. Donc ces exercices sont tirés des annales du concours du CRPE, puisque c'est aux étudiants, futurs professeurs des écoles, que se dessine plus ou moins cette série de vidéos, même si c'est un peu intéressé d'autres gens. Et donc voilà, j'ai fouillé dans les annales des dernières années, et, y compris 2025, et puis voilà, j'ai essayé de trouver ce qui était intéressant à droite et à gauche, et pour recouvrer un peu les différents théorèmes qu'on a vus, etc. etc. J'ai pas pris 100% des exos, mais voilà, j'ai pris un panel qui me semble représentatif de ce qui peut tomber. Ok, donc voilà. Alors, je les ai classés tout d'abord par thème, c'est-à-dire qu'il y a des fois des vrais ou faux et des fois il y a des problèmes de géométrie. Donc j'ai pris d'abord tous les vrais ou faux. Voilà, donc la consigne c'est la même pour tous les vrais ou faux à chaque fois, donc je ne vais pas la recopier à chaque fois, hein. Donc voilà, pour chacune des affirmations qu'il va y avoir, il faudra dire c'est vrai ou c'est faux et puis il faudra justifier bien évidemment, sinon ça ne compte pas. Ok, alors, on est parti. Donc voilà, en haut à chaque fois vous avez le sujet dans lequel c'est tiré, hein. Bon, j'ai pris un peu de... Alors là, l'ordre après c'est moi qui ai décidé comme ça, mais bon. Alors, donc 2025, cette année, dans le groupement académique 3, nous avons eu les deux affirmations suivantes. La première, l'aire d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté. Voilà, il faut connaître le mot proportionnel, c'est important. Ok. Ensuite, donc sur la figure, là, ce beau triangle-là, eh bien, on vous dit que les droites BC et DE sont séquentes en A, bon, ça se voit, mais surtout que les droites BD et CE sont parallèles. Ok, et donc sachant les dimensions suivantes, AB égale 3, BC égale 5, CE égale 12, est-ce qu'on peut affirmer que BD est égal à 4,4? Voilà. Donc pause, cherchez, je ne dirai pas à chaque fois, hein. Ok, voilà les solutions. Donc la première, est-ce que l'aire d'un carré est proportionnelle à la longueur de son côté? La réponse est non. L'aire d'un carré est égale au carré de la longueur, donc elle est proportionnelle au carré de la longueur du côté. Même elle est égale, donc c'est plus que proportionnel, hein. Donc un exemple pour montrer que c'est pas proportionnel, c'est que si j'augmente la longueur par 2, je la multiplie par 2, alors l'aire n'est pas multipliée par 2, mais par 4. Donc ce n'est pas proportionnel, puisque de longueur proportionnelle, c'est comme une recette de cuisine, je vous rappelle, hein, si vous mettez 2 fois plus d'œufs, vous devez mettre 2 fois plus de farine. Et c'est pour 2 fois plus de convives, vous voyez? Bah là voilà, donc c'est pas proportionnel. Ok, donc la deuxième, alors reprenons notre petit rectangle, donc voilà, j'ai recopié les dimensions qu'on connaît, et on a ces droites parallèles. Donc dans un triangle, quand on a une droite qui est parallèle à un côté, on peut utiliser le théorème de Thalès, donc qui nous dit la chose suivante, il nous dit que bah, voilà, si je prends BD divisé par CE, donc le petit divisé par le grand, c'est égal à AB divisé par AC, c'est égal à AD divisé par AE. Ok, donc là, voilà, j'ai pris que les deux premiers, c'est les seuls qui m'intéressent. Et donc, AB, bah, c'est 3, et AC, c'est 3 plus 5, c'est 8. Ok, donc je trouve que BD sur CE, c'est 3 huitièmes. Et comme je connais CE, bah, je multiplie BD, c'est 3 huitièmes de CE. Et donc, c'est 3 huitièmes fois 12. Et donc, ça fait 9 quarts. Et donc, ça fait 4,25 qui n'est pas égal à 4,4. Donc, l'affirmation était fausse. Voilà, voilà. Ok, donc maintenant, c'était faux-faux. Donc pareil, 2025, mais dans d'autres sujets. Il y a 3 sujets par année, hein, comme vous le savez. D'ailleurs, normalement, j'ai mis en description la page sur laquelle vous pouvez télécharger tous les sujets si vous voulez voir voilà, les originaux, hein, comment c'était écrit. Mais j'ai recopié, mais bon, si vous voulez, normalement, si j'ai pas oublié, dans la description, vous avez le site où il y a toutes les annales, hein. Ok, donc tout rectangle a pour axe de symétrie, c'est diagonale. Vrai ou faux? Alors là, je réponds directement. Donc voilà, si je prends un rectangle qui n'est pas un carré, ok, donc ces diagonales ne sont pas perpendiculaires, hein, puisque on l'a vu dans un parallélogramme, donc un rectangle est un parallélogramme, les diagonales sont perpendiculaires si et seulement si c'est un losange, c'est-à-dire si tous les côtés sont de même longueur. Donc là, c'est un rectangle qui n'est pas un carré, les côtés ne sont pas de même longueur, les diagonales ne sont pas perpendiculaires. Et donc, par conséquent, eh bien, A n'est pas l'image, ou C n'est pas l'image de A. A et C ne sont pas symétriques par rapport à l'axe BD. D'accord? Et donc, le rectangle n'admet pas une symétrie par rapport à ces diagonales. Donc, c'est faux. Encore faux, décidément. Ok. Alors, voilà, le croquis ci-contre représente un carré. Ok, donc, vrai ou faux?
Donc la réponse cette fois-ci pour la première fois est vraie puisque d'après ce qui est noté ici, ce quadrilatère a 4 angles droits et donc il s'agit d'un rectangle, donc un parallélogramme, hein, et comme il a ses 4 côtés de même longueur, comme c'est indiqué ici, c'est un losange, et si c'est à la fois un rectangle et un losange, eh bien c'est un carré. Voilà, voilà. Donc c'est la définition du carré, hein, je vous rappelle. Donc voilà, ok. Et ça c'était en 2024, je ne l'ai pas dit, mais enfin c'est marqué, maintenant je ne le dis pas. Allez, ok. Donc encore des vrais ou faux. Donc alors cette fois il y en avait plein en 2023 dans le même sujet là. Donc un quadrilatère ayant un angle droit est un rectangle. Le triangle rectangle peut être équilatéral. Le triangle ABC, dont les dimensions sont données ici, est un triangle rectangle. Et si on multiplie par 3 les longueurs des côtés d'un rectangle, alors son aire est également multiplié par 3. Vous voyez que des fois, il y a des questions qui se ressemblent d'un sujet à l'autre. Hein. Ok, alors on est parti. Donc un quadrilatère étant un angle droit est un rectangle, bah, c'est faux. Voilà. Là, j'ai même... Comme je suis sympa, j'ai même mis un quadrilatère qui a 2 angles droits et qui n'est pas un rectangle. Hein, par exemple, un trapèze droit. Voilà. Donc on peut même en avoir 2 hein, sans être un rectangle. Ensuite, un triangle rectangle peut être équilatéral. Eh bien, la réponse est faux, puisque bon, vous pourriez dire d'après Pythagore, c'est pas possible que l'hypoténuse soit égale au carré, au côté perpendiculaire. Ça pourrait aller. Mais le plus simple, c'est de faire avec les angles, parce que les angles d'un triangle équilatéral, on l'a vu, c'est 60, 60, 60, puisqu'ils sont tous les trois égaux et que la somme fait 180. Et donc, il n'y a pas de 90, donc il n'y a pas d'angle droit, donc c'est pas un triangle rectangle. Mais bon. Ok. Alors, ce triangle-là, est-ce qu'il est rectangle? Alors, pour le savoir, il faut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, qui nous dit que si le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors c'est un triangle rectangle. Alors, donc là, il faut regarder si 35 au carré, 39 au carré, c'est égal à 35 au carré plus 12 au carré. Alors bon, un petit calcul, hein, on y va. 35 au carré plus 12 au carré, ça fait 1369. Et 39 au carré, ça fait 1521. C'est pas la même chose, donc le triangle n'est pas rectangle. Ensuite, l'affirmation 4, bah alors là, ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que l'aire d'un carré est proportionnelle à son côté? Bah là, c'est pareil. Hein, si on multiplie par 3 les longueurs d'un côté d'un rectangle, alors son aire est multipliée par 9. Hein, vous pouvez imaginer, par 3 en longueur et en largeur, bah, vous voyez, des petits triangles, vous pouvez en mettre 3 sur la première rangée, 3 et 3, vous pouvez en mettre 9. Hein, l'aire est multipliée par 9, et donc pas par 3, donc c'est faux. D'accord, j'ai mis l'astuce K, K2, K3, vous savez, qui dit que quand on multiplie les longueurs par K, l'aire est multiplié par K au carré et le volume par K au cube. Si, voilà. Bref, donc, c'était faux. Ok, alors là, on attaque un petit peu plus dur. En 2024, il y avait un petit vrai ou faux qui était un peu plus subtil. Donc voilà, on a une configuration avec 2 cercles comme ça. Ok, et voilà, le cercle C1 a un rayon 7,8, le cercle C2 2,4, bon ça c'est les longueurs. Le segment DE qui est ici mesure 2,9 cm et on suppose que AD et B sont alignés et que A et C sont alignés. Ok, et donc voilà, on a un petit triangle là. Hein. Et donc on nous dit la longueur BC arrondie au millimètre est égale à 9,4 cm. Donc voilà, vrai ou faux? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Faut réfléchir un petit peu. Celui-là, il n'est pas si évident que ça. Vous voyez, on peut vite dire des petites bêtises si on ne fait pas attention. Ok, donc voilà, il faut réfléchir un peu là. Donc la réponse, ben en fait, voilà, la première chose, on dit, ben, on a envie d'utiliser Thalès, sauf qu'on ne sait pas, a priori, que ces droites-là et ces droites-là sont parallèles. Vous voyez, au début, je m'étais fait avoir, je dis, bon, allez hop, on prend Thalès et tout, mais sauf que ce n'est pas indiqué. On lui dit qu'on a voilà, un triangle ici, un autre ici, mais est-ce que DE est parallèle à ABC? Ce n'était pas donné. Okay, donc il faut déjà faire un premier raisonnement pour montrer que DE et BC sont parallèles. Et donc pour ça, ben, en fait, c'est pas très très dur, parce que la longueur AE est égale à la longueur AD, puisque c'est 2 rayons du petit cercle. La longueur AC est égale à la longueur AB, parce que ce sont 2 rayons du grand cercle. D'accord? Bah, du coup, le quotient est le même. Donc ça sur ça égale à ça sur ça, parce que ce sont les mêmes longueurs. Et donc je peux utiliser la réciproque du théorème de Thalès, qui me montre qu'effectivement, cette droite-là est parallèle à celle-là. Ok? Donc là, je suis très heureux. Je sais maintenant que la droite DE est parallèle à BC. Le piège de ces exos, c'était de dire, bah, parce que comme ça se voit sur la figure, c'est évident. Hein, et je me suis fait avoir donc, au début. Hein, donc, voilà. Et puis d'utiliser directement voilà, Thalès dans les autres côtés. Bon, maintenant qu'on sait que c'est parallèle, on sait que cette fois, on peut bien utiliser que cette longueur-là sur cette longueur-là. Ok, bah, c'est égal à celle-là, on le savait déjà. Mais qu'elle est égale à DE sur BC. Et comme on connaît DE, qu'on connaît AD, qu'on connaît AB, eh bien, on peut en déduire la longueur BC.
Donc voilà, donc BC fois AD d'après un petit produit en croix, c'est égal à DE fois AB. Et donc finalement, on trouve que 2,4 fois BC, c'est égal à 2,9 fois 7,8. Ok. Et donc on divise tout ça, on calcule et on trouve que BC, ça fait 9,425 cm. Et donc l'affirmation était vraie. Voilà, voilà. Pas évident, hein, celui-là. Comme quoi, vous voyez, des fois, d'un truc à l'autre, les niveaux sont pas évidents. Ok. Alors maintenant, donc on a vu les vrais ou faux. On va faire des petits exercices d'application des théorèmes, pas très très compliqués. Et puis après, on aura des problèmes. Ok. Donc voilà. Vous avez toujours les références en haut. Donc, allons-y. Alors, donc cet exo, l'énoncé est un petit peu long, hein, mais bon, voilà. Donc, le rectangle est défini dans le dictionnaire par un rectangle quadrilatère dont les quatre angles sont droits. Ok, ça on l'a vu dans le cours, normalement, vous devez savoir. Hein, toutes les propriétés du rectangle, etc. Alors, maintenant, un quadrilatère qui possède deux angles droits est-il un rectangle justifié? C'est là qu'on va voir si vous avez suivi le début de la vidéo. Parce que j'ai déjà répondu à cette question. Dans une classe de CE2, tiens, d'ailleurs, je vous rajoute un quadrilatère qui possède deux angles droits et un axe de symétrie. Est-il un rectangle? Comme ça vous permettra de cogiter sur un autre problème, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne marchait pas. Dans une classe de CE2, une enseignante demande à ses élèves de compléter la phrase suivante. Un rectangle est un quadrilatère dont... Et voilà les réponses proposées. L'élève A dit c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont de même longueur. Ok. Et l'élève B dit c'est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. Et donc préciser pourquoi la réponse de l'élève A, ça ne va pas, comme définition du rectangle, et pourquoi la définition de l'élève B, ça ne va pas non plus comme définition du rectangle. Ok? Très bien. Alors, voilà, donc s'il y a deux angles droits et un axe de symétrie, est-ce que vous avez trouvé? Si vous mettez sur pause, vous cherchez. Hein. Et donc la réponse est faux, voilà, je vous en ai donné un, avec deux angles droits et un axe de symétrie. Il suffit de prendre deux triangles rectangles, et puis un triangle rectangle, ils sont symétriques par rapport à l'hypoténuse, bim, on obtient un quadrilatère qui a deux angles droits, un axe de symétrie, qui n'est pas un rectangle. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, le trapèze droit, il a deux angles droits, et c'est pas un rectangle. D'accord? Donc celui-là, mais il n'a pas d'axe de symétrie, celui-là. Voilà, donc c'est pas... Hein, faut y penser, hein, celui-là, il a plein de propriétés marrantes. Hein. Il a des côtés qui sont de même longueur, tout ça. Ça, c'est cette espèce de cerf-volant, là, c'est un contre-exemple à plein de théorèmes. Donc c'est pas mal de le connaître. On l'avait déjà vu dans le cours, mais je le recase là. Ok. Alors ensuite, donc les définitions. Le premier, il dit, bah oui, les côtés opposés sont de même longueur. Est-ce que ça marche pour faire un rectangle? Bah non, vous devez savoir que n'importe quel parallélogramme vérifie cette propriété. Et c'est pas forcément un rectangle. Ok. Et l'autre, oui, les deux diagonales sont de même longueur. Alors cette fois, si on prend un parallélogramme et que les diagonales sont de même longueur, c'est forcément un rectangle. Mais par contre, personne ne dit que les diagonales doivent se couper en leur milieu. Et donc, par exemple, un trapèze équilatéral, bah, vous voyez, comme il y a un axe de symétrie, les deux diagonales sont de même longueur. Ok. Et pourtant, bah, voilà, c'est pas un rectangle. Ok. Donc voilà, des petits contre-exemples à connaître. Alors ensuite... quelle est la nature d'un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires? Si on a un rectangle avec diagonale perpendiculaire, qu'est-ce que c'est? Et en s'appuyant sur le codage du quadrilatère ci-dessus, préciser la nature du quadrilatère et justifier la réponse. Ok? Donc on y va. Donc un parallélogramme de diagonales sont perpendiculaires est un losange, et un losange qui possède un angle droit est un carré, donc c'est un carré. Voilà. Parce que si c'est un rectangle, c'est un parallélogramme. Et on a vu parallélogramme diagonale perpendiculaire, losange, quatre côtés de même longueur. Et donc, un rectangle qui a ses quatre côtés de même longueur, un carré. Alors là, il ne faut pas se faire avoir parce qu'effectivement, ça ressemble à un rectangle, mais les angles droits ne sont pas codés. La seule chose qui est codée, c'est l'égalité des longueurs. Et donc, un quadrilatère qui a ses quatre longueurs identiques, eh bien, c'est un losange. Et donc, cette figure-là est un losange. C'est salaud parce que ça ne ressemble pas vraiment du tout à un losange, mais... c'est comme ça qu'on voit ceux qui regardent vite fait l'allure de la figure et ceux qui regardent les codages. Oui. Donc voilà. Allez, 2025 toujours. On considère cette pyramide-là. Un petit peu de géométrie dans l'espace. En fait, c'est la géométrie dans le plan déguisé. Mais voilà, donc la base ABCD, un carré, et puis un sommet S tel que toutes les faces ici soient des triangles équilatéraux. Ok. Et il faut montrer que le triangle ASC est rectangle et isocèle en S.
Bon, alors qu'il soit isocèle en S, SC est égal à SA, bah ça va, puisque toutes les longueurs ici sont des triangles équilatéraux. Donc en fait, toutes les arêtes là sont toutes de même longueur, d'accord? Donc SC égale SA, ça c'est pas très dur. Mais pourquoi il y aurait un angle droit là-haut? Mystère, comme dirait 12 parsec. Bon, bref, alors, eh ben, faut réfléchir. Deuxième question. Les trois figures ci-dessus sont dessinées en vraie grandeur. Voilà, pour chaque, sont pas dessinées en vraie grandeur. Pour chacune, dessinées pourquoi ça peut être un patron ou pas de cette pyramide. Ok, donc voilà, prenez le temps que vous voulez, mettez sur pause. Ok, allez, je donne les réponses. Donc la première question, pourquoi est-ce que ce triangle-là est rectangle en S? Ça peut sembler assez mystérieux. Et donc effectivement, il faut se creuser la tête un petit moment pour penser à l'idée qui est de considérer le petit triangle ici, ABC. D'accord? Alors pourquoi? Parce que ce petit triangle ABC, il est là, l'intérêt d'être rectangle en B, puisque c'est un demi-carré en fait. Hein, ça ne se voit pas à cause de la perspective, mais comme ABCD est un carré, là c'est un demi-carré. Okay, et donc d'après le théorème de Pythagore, je sais que AB au carré plus BC au carré, ça fait AC au carré. Ok? D'autre part, bon, comme je l'ai expliqué, là, comme les triangles sont équilatéraux, cette longueur SA est égale à la longueur AB. Et d'autre part, la longueur SC est égale à la longueur CB. Ok? Donc ça, c'est parce que j'ai des triangles équilatéraux. Donc, ça au carré plus ça au carré, ça fait ça au carré. Mais du coup, ça au carré plus ça au carré, parce que la même chose, ça fait ça au carré. Vous voyez, j'en déduis que, voilà, AC au carré, c'est bien égal à SA au carré plus SC au carré. Et là, réciproque du théorème de Pythagore, j'ai une longueur de ce triangle SAC qui au carré, là, celle du bas, est égale à la somme des carrés des deux autres. Donc le triangle est rectangle en S. Et voilà, il fallait y penser. D'accord? C'était pas si simple. Ok, on continue. Alors les patrons, donc voilà, donc normalement on voit assez bien quel patron correspond, maintenant il faut réussir à justifier, ce qui n'est pas complètement évident. Alors déjà, j'élimine la figure 3 parce qu'il y a des faces qui ne sont pas des triangles équilatéraux là. Okay, donc voilà, ça je l'ai mis, c'est pas très dur. La figure 3, il y a des faces triangulaires qui ne sont pas des triangles équilatéraux, donc ça ne peut pas correspondre à celui-là. Ok, après, c'est pas si évident. Donc quand on regarde les patrons, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Si j'essaye de replier ça, vous voyez, ça c'est la face qui se colle sur ce côté ici, ça c'est la face qui va sur ce côté-là, celle-là, elle va aller sur ce côté-là, mais celle-là va aller où? Je me vois, vous voyez, s'il n'y avait pas celle du bas là, quand je replie ça, hop, ce trait-là, il arriverait sur ce côté-là. Donc en fait, cette face-là et cette face-là, ces deux triangles-là représentent la même face. D'accord? Les triangles T3 et T4, ils correspondent à une même face, donc le patron, il ne va pas. Ok? Et le patron 1, par contre, il va bien, voilà, dans son voie. Hein, celle-là, il va se recoller ici, et du coup, celui-là, il va se recoller là. Et puis celui-là, il va se recoller là, et on va bien obtenir la pyramide. Alors dire que ça va, je ne sais pas comment justifier que ça va, c'est le patron, je veux dire. Au bout d'un moment, comment on prouve, quoi? C'est pas si évident. Hein. Donc voilà, j'espère que cette justification suffirait, mais c'est vrai que de ce côté-là, je suis toujours un peu embêté. Ok. Allez, maintenant on attaque les problèmes. Donc voilà, dans certains sujets, il y a des vrais problèmes de géométrie avec des étapes et tout ça, et donc on y va. Dont certains ne sont pas forcément complètement évidents, hein, vous allez voir. Ok, alors, donc en 2024, voilà, on a eu le schéma suivant. Donc on a un triangle PRC qui est rectangle en R. Jusque-là, tout va bien. Les points P, A et R sont alignés. Ok, donc A il est sur la droite, PR, S il est sur la droite, PC. Jusque-là, tout va bien. On a les longueurs PA 28, AR 10 et PS 35. Ok, donc voilà, on veut aménager la cour. Il y a tout un petit blabla, hein, d'accord. Bon, ça c'est pas gênant. Tracer, d'accord. Alors première question, tracer le plan de la cour de l'école en choisissant comme échelle 1 cm pour 5 mètres et justifier les dimensions utilisées et laisser les traits de construction apparents. Ok, donc ça c'est pas évident, d'accord? Parce que là il faut y aller, je pense, ça veut dire à la règle et au compas, hein. Pas à l'équerre, hein, d'accord? Donc il faut connaître les constructions que je vous ai appris dans le cours. Hein. Voilà, ensuite montrer que la longueur AS est égale à 21 mètres, calculer la longueur RC, donc on sent qu'il y a du Thalès qui va arriver là-dedans, hein. Hop. Et vérifier que l'aire du quadrilatère RASC, donc ce qui est en hachuré, est égal à 247,5 mètres carrés. Voilà, mettez sur pause, bon courage. Il y en a pour un petit moment, je pense. Hein. Ok, alors on y va, on va corriger. Alors déjà, la première partie, c'est pas évident. Encore moins évident à faire à l'ordi, donc soyez sympa d'être content que je vous l'ai fait. Ok, alors comment on construit ce truc-là?
donc ok, on a les dimensions. Donc là, il faut la règle graduée pour faire les premières dimensions. Hein, on fait notre petite règle de 3, puisqu'on nous a dit 1 cm pour 5 mètres. Donc là, 10, c'est 2 fois 5 mètres, donc ça fait 2. Je n'ai pas écrit les règles de 3, ils disaient de justifier. Vous pouvez les mettre sur votre feuille. Moi, je vous avoue, je ne les ai pas mis. Donc voilà, à chaque fois, hein, on divise par 5. Et puis voilà. Donc, pour diviser par 5, je vous rappelle qu'on divise par 2 et on fait x2. Donc, on divise par 10 et on fait x2. Donc 2,8 x 2, 5,6. Voilà. 35 divisé par 10, 3,5 x 2, 7. Bon, divisé par 5, c'est un table de 5, on aurait pu. Donc, ok, alors donc là c'est facile pour mettre P, A et R, mais déjà, oui, il y a un problème pour mettre le point B, là. Vous voyez comment je fais, là? Bah, je sais qu'il est sur une droite perpendiculaire APR en A, donc il faut que je la trace. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon compas, je pointe en A, pim, je fais un trait de chaque côté à la même distance de A, et je fais la médiatrice de ces deux points. J'obtiendrai bien une droite perpendiculaire APR passant par A. Donc je repointe d'abord ici, puis ensuite ici. Je trace mes petits bouts de cercle. Et ensuite, je peux tracer la droite perpendiculaire, bim, qui passe par les deux intersections là. Vous voyez, c'était pas évident de savoir ça. Donc il faut d'abord tracer cette droite-là. Maintenant que j'ai ça, je prends mon petit compas, je fais un écartement de 7 cm, je pointe en P, et je trace un cercle de rayon 7 cm. Et donc je vois à l'intersection ici, va se trouver le point S. C'est pas B, c'est S, c'est ce que je dis. Ok. Voilà, voilà. Et donc une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui manque? Il manque donc il faut tracer ça, ok. Puis il manque le point C, encore. Alors, je pourrais refaire une perpendiculaire passant par R, c'est une possibilité, et de prolonger la droite PS et de prendre l'intersection. Ok, mais ça veut dire de nouveau refaire un coup de compas de chaque côté, un coup de compas là, un coup de compas là, tracer et tracer. Bon, en fait, c'est plus simple parce que je peux trouver directement je vais trouver d'une autre manière, en fait, en faisant la parallèle à cette droite passant par R. Et pour ça, c'est relativement facile parce que j'ai déjà S, A et R. Et donc, je vais construire, ou j'ai pris ce point-là d'ailleurs, je vais construire le point qui... Donc, je vais prendre la longueur ici entre A et ce point, et je la prolonge ici. Vous voyez, donc je fais un truc de même longueur, côté opposé de même longueur. Et ensuite, je prends la longueur entre A et S et je pointe ici. Et bim, là où je trace, j'obtiens forcément un rectangle. Vous voyez, bon, ça va être plus facile que j'aurais marqué la figure, vous voyez. Donc, je prends ce point-là, hop, et je reporte la longueur à S. Je pointe en S et je reporte la longueur entre ces deux points-là. Okay, et donc, ce quadrilatère ici, il a ses côtés opposés de même longueur. D'accord. Donc, c'est un parallélogramme. Okay, en l'occurrence, c'est un rectangle, c'est des angles droits, mais on s'en fout. C'est un parallélogramme, donc cette droite-là, là, elle est parallèle à celle-là. Okay, et donc, elle est forcément perpendiculaire. Voilà. En deux coups de compas, c'est juste une astuce, je vous montre. Pour, vous voyez, au lieu de faire autour de R 1, 2, et après de reprendre 3, 4, au lieu de faire 4 coups de compas, j'en fais que 2. Quoi. Vous voyez, je prends cette longueur-là, ici en S, je claque. Je prends cette longueur-là, ici en R, je claque. Voilà, c'est juste une autre astuce, parce que je vous montre des astuces de construction un peu différentes, qui permettent de trouver la droite perpendiculaire APR passant par R. Et ensuite, voilà, je prolonge PS, et bim, j'ai trouvé le point C. Ok? Voilà, voilà, pas si simple, hein, d'accord? Très bien. Donc, on a fait la figure. Ouf, on est heureux, on va pouvoir répondre aux questions théoriques. Donc la question maintenant, c'était montrer que AS égale 21. Donc comme on a deux droites perpendiculaires à une même troisième, eh bien on peut dire qu'elles sont parallèles entre elles. Et alors dans Thalès, c'est après. D'abord, il faut que je calcule avec Pythagore dans le triangle PAS. Ok, donc voilà, donc je connais PA, je connais PS. Et donc je peux trouver que comme PA au carré plus AS au carré est égal à PS au carré, eh bien j'en déduis que AS au carré, c'est égal à 35 au carré moins 28 au carré. Et donc AS, c'est racine de 35 au carré moins 28 au carré. Et coup de bol, ça fait pile 21. Ok? Donc voilà. Et alors ça, on peut le faire de tête si on est malin. Alors on va me dire, hein? Comment? Alors oui, oui. Je ne calcule pas du tout racine de 35 au carré moins 28 au carré en fait. C'est juste ce triangle-là, en fait, on peut le reconnaître encore parce qu'il y a un triangle rectangle le plus connu, c'est le triangle dont les côtés sont 3, 4, 5. Et si on multiplie tout par un nombre, ça fait encore un triangle rectangle. Vous voyez, ça fait 6, 8, 10, c'est un autre triangle rectangle. Et si je multiplie tout par 7, par exemple, 3, 4, 5, du coup ça fait 21, 28, 35. Donc là, en fait, ce triangle-là, rectangle, je savais qu'il y avait 35 et 28, donc là c'est 21.
voyez, si j'étais malin, j'aurais pu ne pas faire le calcul. Là, je vous l'ai fait parce que hein, là, on trouve 441, racine de 441, ça fait 21. Mais en fait, si on était malin, on aurait pu le reconnaître, ce triangle-là, parce que c'est encore le triangle 3, 4, 5. Un coefficient entier près. Ok. Bon, alors maintenant, donc, calculer RC. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir faire Thalès, puisque maintenant que je connais AS, je cherche RC et je sais que cette droite-là est parallèle à celle-là. Ok. Et donc maintenant, comme je connais PA, je connais PR, je peux faire que mon petit théorème de Thalès. Donc je justifie bien que les droites sont parallèles avant parce qu'elles sont perpendiculaires à une même troisième. Et donc ensuite on y va. On a que PA sur PR, et ben, du coup c'est égal à AS sur RC. On connaît PA, on connaît PR, on connaît AS. Donc ça ne va pas être très dur de trouver RC. Hein. Donc voilà, RC, donc c'est AS fois PR sur PA, c'est 21 fois 38 sur 28, et donc ça fait 28,5 cm. Voilà, voilà. Et donc la dernière question, vérifier que l'aire de ce quadrilatère-là est égal à 247,5 mètres carrés. Ok, bah donc on fait la formule pour l'aire d'un trapèze, en l'occurrence même un trapèze rectangle, mais on s'en moque, c'est, je vous rappelle, un demi de la hauteur, donc là la hauteur c'est AR, puisque elle est là, hein. Fois la somme des longueurs des bases, donc fois AS plus RC. Ok, donc 1 demi de RC plus AS fois AR. Et donc on connaît toutes les longueurs, donc on remplace, voilà, et on trouve 247,5 mètres carrés. Youpla boum. Voilà, donc pas mal de choses à connaître. Pythagore, Thalès, l'aire d'un trapèze, tout ça. Intéressant cet exercice. Et la construction, pas simple. Donc pas évident d'avoir tous les points quand même. Ok. Problème suivant. Alors celui-là aussi il est velu. Hein. Purée, celui-là, il est velu. D'accord. Donc quand je l'ai vu, j'ai rajouté des trucs dans le cours. Vous voyez, l'histoire de radian et tout ça. J'ai dit oh là là, il faut que j'en parle parce qu'en fait sinon on est embêté pour cet exo-là. Donc voilà, le but c'est de réaliser un patron de cône. Et donc l'enseignant il dessine le croquis ci-dessus, voilà, pour expliquer que ça c'est le croquis d'un cône. Donc voilà. Et donc le rayon ici c'est 5 cm, le rayon ici c'est 3 cm. Et puis il faut déterminer la longueur. Donc voilà, il y a des petites questions intermédiaires. Donc la longueur de l'arc du cercle, ici, tout d'abord. Voilà. Donc justifier cette réponse et en déduire la mesure de l'angle alpha ici. Vous voyez, d'où l'intérêt de savoir la relation qu'il y a entre un angle et la longueur du cercle. Et ensuite construire donc à l'échelle 1,5 le patron du supporteur. Bon, ça c'est pas très très dingue, mais voilà, déjà il suffit de faire 2 morceaux de cercle avec des rayons plus petits, mais répondre aux questions déjà. Ok. Alors, quelle est la longueur de ça? On va dire, mais qu'est-ce que j'en sais, moi je connais pas l'angle. Eh ben, en fait, l'astuce, il faut bien penser, c'est pas évident parce que quand on a des faces droite, on dit bah, dans le patron, lui il va avec lui, lui il va avec lui. Mais là c'est comme un patron, il faut dire qu'est-ce qui va avec ça? Vous voyez, ça c'est comme un peu un côté hein, de mon volume. Là, en fait quand je replie, vous voyez, ce côté-là il vient sur celui-là. Ça, on voit, enfin je sais pas si vous voyez, c'est hein, le bout de cercle, on le replie, hop, ça se relève et on colle en fait ce morceau-là, cette arête-là avec cette arête-là. Et hop, ça fait un espèce de chapeau chinois, ça fait un cône quand on recolle, quoi. Et du coup, ça c'est la face du bas. Ça devient un cercle. D'accord, qui doit être égal à ce cercle-là, pour que ça se recolle avec le fond. Et donc la longueur de cet arc-là, eh bien en fait, ça doit être égal à la longueur du tour de ce cercle-là. Vous voyez, c'est pas évident, hein. J'ai bien vu la tête de mes élèves quand je leur ai posé. Donc voilà, donc là, la longueur de ce cercle-là, ben, on connaît la formule, hein. Périmètre d'un cercle, 2πr. Ok, donc 2π fois 3, bah, 6π. Ok, alors vous pouvez mettre... vous pouvez arrondir, tout ça, mais c'est pas la peine. Gardez 6 pi, parce que des fois ça simplifie les pi et à la fin on n'a plus de pi. Donc bon. C'est une réponse qui est tout à fait valable, hein, 6 pi. Ok, des fois on dit, ben non, il faut donner un vrai nombre. Non, non, pour les mathématiciens, 6 pi ça va très bien. Pi c'est un nombre connu, tout ça, tout. Ok, donc voilà. Alors ensuite, je vous rappelle que, alors si vous connaissez, là j'ai fait comme si on ne connaissait pas la formule, on a oublié parce que c'est le jour du concours et tout, mais c'est pas grave, il n'y a rien à apprendre par cœur. Il faut savoir que le tour du cercle, là, en tout, bon, bah, c'est le rayon 5, donc ce serait 10 pi. Donc un demi-cercle, 180 degrés, ce ferait 5 pi, la longueur. D'accord? Et donc, ce qu'il faut savoir, surtout, enfin ce qu'il faut comprendre, c'est que la longueur de l'arc, elle est proportionnelle à la mesure de l'angle. Vous voyez, 360 degrés, bah, ça fait 10 pi, 180 degrés, la moitié, ça fait 5 pi. Si je prenais 90 degrés, encore la moitié, bah, ça ferait 2,5 pi. Vous voyez, c'est proportionnel à l'angle. D'accord? Donc, nous, on veut trouver l'angle pour que ça fasse 6 pi.
Donc par combien il faut que je multiplie 5pi, mon demi-cercle, pour que ça fasse 6pi? Bah, je multiplie par 6 divisé par 5, par 6 cinquièmes. Vous voyez? Et donc je multiplie mon 180 par 6 cinquièmes, d'accord? Je divise par 5 et je fais fois 6. 180 divisé par 5, ça fait 36. 36 fois 6, ça fait 216. Bam, 216 degrés. Ok? Et oui, c'est bien d'avoir gardé pi, parce que pi, ça correspond vraiment à 180. Vous voyez? Enfin, là, avec le rayon 5 pi, c'est 180. Donc en fait, les pi se simplifient, il n'y a pas besoin. Vous voyez? On trouve même un nombre entier. Donc, alors que si on avait pris un nombre à la noix, là, on aurait été bien embêté, quoi. Ok? Donc c'est mieux de garder pi quand on peut. Pas simple, cette question, je reconnais, d'accord? Pas évident. Et donc, le truc à se rappeler, c'est vraiment que la longueur de l'arc d'un cercle, alors c'est soit vous vous rappelez que c'est l'angle en radian fois le rayon, c'est encore plus top, mais sinon surtout se rappeler que c'est proportionnel au rayon et généralement, on peut s'en sortir avec ça. Ok. Très bien. Alors, j'ai pas fait la construction, mais parce qu'après le 216 degrés, enfin, je veux dire, faut le faire au rapporteur. Hein, je vois pas d'autres techniques pour construire 216 degrés, donc bon, pas très intéressant. Vous mesurez 216 degrés, vous tracez votre cercle et puis basta. Alors, 2024, dans les sujets supplémentaires, donc dans le cadre d'un travail en géométrie dans une classe de CM2, une enseignante présente le pavage ci-contre que l'on trouve dans quelques rues de la ville du Caire. Et pas que dans la ville du Caire, parce que là, moi je l'ai déjà vu ce pavage, et je suis jamais allé au Caire. Donc voilà, je pourrais pas vous dire où j'ai déjà vu, mais je suis sûr que j'ai déjà vu. Ok, donc on va étudier, donc vous voyez, c'est formé de formes comme ça en fait, hein, de ces petits hexagones là formés chacun de 4 pentagones et qui permettent de recouvrir n'importe quelle surface, hein, comme vous l'avez vu, on peut continuer comme ça. Ok, bon, très bien, parce qu'en fait, vous voyez, on a l'impression on peut voir ça comme un pavage hexagonal. Vous voyez, un autre hexagone ici, il y en a un autre ici, et puis ils s'emboîtent les uns dans les autres, vous voyez. Donc, ok, bon, enfin bref. Donc les questions sont les suivantes. Par quelle transformation géométrique peut-on obtenir M3 à partir des motifs élémentaires M? Voilà. Comment on a fait? Qu'est-ce qu'on fait pour passer de M à M3? Quelle transformation géométrique? Voilà. Et puis pareil pour passer du motif M au motif M1. Ok? Voilà. Et préciser les caractéristiques. Si jamais il y a une symétrie par rapport à un axe, il faut préciser l'axe. Si jamais il y a une rotation, préciser le centre et les rayons, etc. Le centre et l'angle. Ok? Voilà, voilà. Réfléchissez. Ok, alors donc pour la première, donc M3, normalement vous allez dire c'est pas très très dur. Ce qui est plus dur de justifier exactement, c'est pas trop ce qu'ils attendent, mais normalement vous devez voir que M3 c'est le symétrique de M par rapport à la symétrie d'axe DC. Voilà, après une fois qu'on a dit ça, les points C et D, ils sont invariants, les dimensions sont respectées, donc c'est une isométrie, c'est une symétrie. Je ne sais pas comment justifier vraiment plus que ça en fait. Hein. Et ensuite, alors ça c'est plus dur. Voilà, comment on passe de M à M1? Alors, il dit, bah oui, il faut prendre M, il faut le tourner, il faut le déplacer. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a deux opérations en fait. D'abord, on prend M, on le tourne, et puis qu'après, on le déplace. Mais en fait, on peut faire ça en une seule, si on regarde bien, parce qu'il y a un point qui ne bouge pas, c'est le point B. Le point B, il était là, regardez, si je tourne, hop, il reste là. Donc, il y a un point invariant, donc ça, c'est une bonne tentative pour dire, tiens, si je fais une rotation de centre le point B, et d'angle 90 degrés, je constate avec mes yeux ébahis que le point C doit arriver là. Donc du coup, il y avait un angle droit forcément ici, dis donc. Et puis le point D va arriver là, et puis le point E va arriver là, et le point A va arriver là. Ok? Et donc, voilà, M1 s'obtient à partir de M par la rotation de centre B et d'angle 90 degrés dans le sens trigonométrique. Vous voyez, c'est le sens inverse au sens d'aiguille d'une montre, hein, le sens trigonométrique. J'ai bien tout précisé. Rotation, angle, direction de l'angle. Ok. Bon, quand on dit 90 degrés, par défaut, c'est dans ce sens-là. Sinon, j'aurais dû dire moins 90. Mais... Ok. Voilà. Je suis d'accord que c'est pas très bien justifié, mais je ne sais pas comment faire mieux. Donc, à mon avis, ça allait pour avoir les points. Ok. Alors maintenant, voilà, tiens, on retrouve que ce qu'on avait deviné, qu'il y avait des angles droits là et là. Ok. Donc, c'est les questions suivantes, hein, parce que c'est pas fini, c'est un problème. Donc, ce n'était pas la seule question. Hein. Voilà, maintenant on va étudier ce pentagone là qui est la brique élémentaire de notre petit pavage. Voyez. Donc voilà, alors par définition, les 5 côtés doivent être égaux pour que ça joigne bien dans tous les sens, d'accord? Donc notre pentagone, il a ces 5 côtés qui sont égaux, et puis il a 2 angles droits ici. Voilà, là on dit que la longueur AB c'est 5 cm. Voilà. Donc déjà,
petite remarque, je vous rappelle, il y a longtemps, j'ai dit un polygone régulier, c'est pas un polygone qui a tous ses côtés de même longueur. Parce que ça, c'est pas un polygone régulier. Vous voyez, les côtés B et A, ils ne sont pas du tout pareils. Un polygone régulier, je veux dire que quel que soit le sommet, on ne sait pas sur quel sommet on est, on ne peut pas, juste en regardant le sommet, savoir sur lequel on est. Ils ont toutes les mêmes propriétés, c'était ça, hein, polygone régulier. Donc là, bien que toutes les longueurs soient égales, ce n'est pas un polygone régulier. Hein. Une condition, c'est que tous les points soient sur un cercle, par exemple, ce qui n'est pas le cas là. Bah forcément, ce n'est pas le cas puisqu'il n'est pas régulier. Okay. Bref, donc voilà. C'était juste pour rappeler ces petites choses-là, parce que souvent on entend polygone régulier, tous les côtés de même longueur. Bah non, la preuve. Ok. Donc maintenant, il faut calculer la mesure de l'angle CAB. Alors, vous réfléchissez. Hein, ok. Comme l'angle qu'ici, là, CAB. Bon, voilà. Il n'est pas dessiné, mais ok. On admet ensuite que CAD, cet angle-là, là, il fait 41 degrés. Et donc, il faut trouver la mesure de tous les angles du pentagone. Et ensuite, calculer la somme des angles du pentagone. Et ensuite, démontrer que la somme des angles d'un pentagone simple, donc les côtés qui ne sont pas croisés, d'accord, qui ne se recoupent pas elles-mêmes, parce qu'un pentagone, c'est une figure à 5 côtés, et on pourrait imaginer, si on a l'esprit tordu, qu'ils se recoupent les uns les autres. Non, une figure comme ça, 5 côtés qui ne se coupent pas, ok, n'importe comment, et bien montrer que la somme des angles, c'est toujours 540. Donc, si on lit bien l'énoncé, on voit que du coup, si on n'avait pas trouvé 540 là, c'est qu'on s'est gouré. Hein. Je vous dis ça, voilà, bon, bref. Ok, montrer que ça marche tout le temps. Alors, c'est pas mal, ça, vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire, hein, vous savez que la somme des angles, c'est 180. Eh bien, la somme d'un rectangle, vous pouvez voir facilement que c'est, il y a 4 angles droits, donc c'est 360, 180 plus 180. Eh bien, un pentagone, c'est 180 plus 180 plus 180, c'est toujours 540. Ok ? Donc c'est marrant, il y a une relation, et c'est vrai pour n'importe quel polygone simple, qui n'a pas des côtés croisés, d'accord? Eh bien on compte le nombre de côtés, on enlève 2, on fait x 180, et bim, on a la somme de tous les angles. Ça, je ne l'ai pas démontré, hein. Mais ok, ça peut être marrant à savoir. Et donc voilà, allez au boulot. Alors, donc on y va. Alors déjà la mesure de l'angle qui est ici. Alors si on regarde bien ce petit triangle ACB, ses propriétés, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a deux côtés qui sont égaux, donc il est isocèle, et il a un angle droit, donc il est isocèle rectangle. Mais s'il est isocèle, ça veut dire que ces deux angles-là sont égaux. Celui-là fait 90, donc la somme de ces deux-là, c'est 90, et ils sont égaux. Donc ils font chacun 45. Hein, triangle rectangle isocèle, les angles, c'est 45, 90, 45. Ok? Donc voilà, j'ai écrit tout ça. Hein, comme il est, la somme des angles à la base est égale à 90 et qui sont égaux, ben ils sont chacun égaux à 45, donc CAB égale à 45, et puis ACB est égal à 45 aussi. Ça pourra servir plus tard quand je vais faire la somme de tous les angles. Hein. Ok. Alors ensuite, on me dit, bah voilà, ici c'est 41. Il faut trouver les angles les angles de tous les angles du pentagone. Bon, bah là, celui-là, c'est 45, ok, donc là, jusque-là, ça va aller, hein, parce que c'est la même chose. Hein. EAD, c'est un triangle isocèle rectangle, tout ça. Donc, voilà, donc je sais que BCA, c'est 45, que EAD, c'est 45, et que ADE, c'est 45. Donc, les 4 angles rouges, c'est 45, celui-là, tout va bien, il y a celui-là, il va me manquer celui-là et celui-là. Mais là, grosse astuce, le triangle ADC, il est isocèle. Bah oui, cette longueur-là, c'est l'hypoténuse de mon triangle de côté 5 et 5. Et celui-là, c'est l'autre hypoténuse de côté 5 et 5. Ils sont égaux. AD et AC, c'est des triangles qui sont... C'est des longueurs qui sont égales. Donc le triangle ADC est isocèle. Et donc, l'angle ici et l'angle ici, ils sont égaux. Or, celui-là plus celui-là, donc 2 fois celui-là plus 41, ça fait 180. Vous voyez? Donc je peux en déduire que bah, l'angle qui est ici, c'est 180 moins 41 divisé par 2, ce qui fait 69,5 degrés. Donc ces deux angles-là sont égaux à 69,5 degrés. Ok? Cool. Et donc bah, maintenant, il suffit de faire la somme de tous les angles, finalement, voilà. Donc cet angle-là, là, c'est 45 plus 41 plus 45, ça fait 131. Et puis ces deux-là, là, c'est 45 plus 69,5, ça fait 114,5. Donc 114,5, 114,5, 90, 131, 90. Voilà. Ok. Et donc, bah, la somme des angles, du coup, il faut ajouter tout ça. Hein. 131 plus 90, 114,5, 114,5, 90. Ah, 540, fantastique. Voilà, ça c'était une question fastoche. Ok, maintenant, prenons un pentagone quelconque. 5 côtés, pas d'angle droit, pas de longueur égale. Juste les côtés ne se croisent pas. Voilà. Montrer que la somme des angles fait 180. Ça, c'est pas si... C'est 540, je veux dire. C'est pas si évident. Donc l'astuce est la suivante. En fait, c'est d'utiliser l'astuce qu'on a fait là, de rajouter des angles, de couper en fait ce pentagone en 3 triangles.
Okay, donc en rajoutant des segments ici, hein, c'est la même idée que ce qu'on a fait là. Mais sauf que là, j'ai pas des triangles rectangles isocèles, hein, là non plus. Donc les petits angles ici, franchement, j'ai aucune idée combien ils valent. Hein. C'est un pentagone comme ça. Ok. Par contre, je sais que la somme des trois angles verts, là, c'est 180. Parce que c'est un triangle. Je sais que la somme des trois angles violets, c'est 180. Parce que c'est un autre triangle. Et je sais que la somme des trois angles orange, c'est 180. Ok. Parce que j'ai trois triangles. Or, si je regarde bien, bah, la somme de tous les angles du pentagone, c'est le vert ici, plus le vert, plus le violet, plus le violet, plus le orange, plus le orange, plus le orange, plus le violet, plus le vert. Bah, c'est la somme des trois verts, plus la somme des trois violets, plus la somme des trois jaunes. Donc je trouve que bah, du coup, ça fait bien égal à 3 fois 180, 540. Ok. Donc voilà, donc j'ai répondu à ma question. Pour n'importe quel polygone, pentagone convexe, en fait, ça c'est toujours égal à 540. Ok. Très bien. Alors ensuite, un problème de 2023, groupement académique 3. Donc, Nadia se présente pour le cross organisé par son école sur le parcours A, B, I, F, C, D, E, D et présenté ci-contre. Ok. Voilà. Donc, alors là, le parcours, il est un peu compliqué. On a un angle droit ici. Voilà. Et c'est à peu près, on connaît plein de longueurs. Donc, alors les points A, F, C et E sont alignés. Les points B, I, C et D sont alignés. Les droites AB, FI et CD et DE sont parallèles. Donc ça, c'est donné par énoncé, donc on va pouvoir faire du Thalès dans tous les sens. Hein. Ok, il y a un angle droit, on va peut-être faire du Pythagore. Vous voyez, il faut repérer en fait à la base. Hein. Suivant les hypothèses, on sait ce qui va servir. Vous voyez, là, il y a un angle droit, il y aura sans doute du Pythagore. Il y a des droites parallèles, il y aura sans doute du Thalès. Et donc voilà, on n'est pas dépaysé. Donc voilà, AB c'est un rectangle en A, hein, ce qui est marqué. Et donc on a les longueurs, voilà, on a les longueurs AB, AC, CD, hop, et IC. Ok, alors premier petit 1, calculer la longueur BC. Donc la longueur BC, alors on connaît la longueur AB, on connaît la longueur AC. Et on a un triangle rectangle. Ok, donc voilà. Déterminer les longueurs IF et CF, là je donne quasiment les réponses. Hein. IF, CF, bon bah, je vous laisse réfléchir un petit peu. Et déterminer la longueur ED, voilà. Et calculer en tout la longueur du total du parcours. Ok. Voilà, mettez sur pause et vous y allez. Donc, comme je l'ai très finement suggéré, là on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur BC, c'est l'hypoténuse du triangle ABC, et donc on sait que BC au carré, bah, c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Ok, on remplace par les valeurs, ce qui fait BC égale 500 mètres. Jusque-là, ça va. Alors ensuite, déterminer les longueurs IF et CF. Donc, ok, donc on connaît la longueur IC. On connaît maintenant la longueur BC, donc on peut trouver la longueur BI, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, donc on peut calculer CI sur CB. Et c'est égal à IF sur AB. Donc je connais CI, je connais CB, je connais AB. Donc avec un petit Thalès, j'ai trouvé IF. Hein, ok. Donc voilà, puis après avec Thalès de l'autre côté, vu que c'est égal à CF sur AC et que je connais AC, bah, je vais trouver CF. Donc on fait le théorème de Thalès donc, dans le triangle ABC, hein, puisque par définition IF et AB sont parallèles. Et donc on obtient que, donc, bah, ce que je disais, hein, IF sur AB c'est égal à CF sur AC, c'est égal à CI sur BC, et CI on le connaît, c'est 350, et BC on vient de le calculer, c'est 500, donc 350 sur 500 ça fait 7 sur 10. Et du coup, eh bien, on trouve que ben, du coup, IF c'est 7 dixièmes de AB, et donc ça fait 210 mètres, et CF c'est 7 dixièmes de AC, ça fait 280 mètres. Voilà, pas très dur. Hein. Juste, il va falloir faire une division, une multiplication par 7, hein, parce que AC c'est 400, divisé par 10, 40, 40 fois 7, 280. Okay. Voilà. J'espère que vous avez trouvé, parce qu'à force, vous voyez, c'est ça l'habitude d'en faire. Si vous avez bien tous cherché, les réflexes ils vont venir au bout d'un moment. Hein. Ouais, ça a l'air, la première fois qu'on en fait un, on se dit oh, ça a l'air hyper dur. Puis en fait, à force d'en faire, normalement, vous allez trouver les réflexes vont s'enclencher. Vous dire bah finalement c'est toujours pareil, ça va quoi. Mais il faut le faire. Ok. Alors ensuite, la longueur ED. Ah, alors là, la longueur ED, bah, c'est une configuration de Thalès, mais un petit peu plus compliquée parce que c'est pas dans un triangle, vous savez. C'est deux droites qui sont opposées par le, voilà, deux angles opposés par le sommet, l'angle C là et là. Okay, et deux droites parallèles. Donc on a une configuration de Thalès aussi, hein, vous le savez, c'est les côtés qui se correspondent. Donc BC
sur CD est égal à AC sur CE est égal à AB sur ED. Ok, donc voilà, c'est ce que j'ai marqué, je l'ai mis dans l'autre sens, mais enfin bref, DE sur AB, donc c'est égal à CD sur CB. Ok, et donc voilà, donc on connaît CD, hein, c'est dans l'énoncé 1250, CB on l'a calculé, c'est 500, et donc on trouve que c'est 2,5, et donc du coup que DE c'est 2,5 fois AB, et donc ça fait 750 mètres. Voilà, voilà. Ok, donc voilà. Ensuite, question suivante, calculer la longueur totale du parcours. Ben, cette fois, on a calculé AB, on a calculé BI, on a calculé IF, on a calculé CF, on connaît CD, on vient de calculer DE. Ben, on fait la somme de tout ça. Et voilà. Alors, BI, je ne l'avais pas marqué. Oui, BI, je ne l'ai pas marqué. Mais enfin, on connaît BC, on connaît CI. Donc, on connaît BI, hein, c'est 150 mètres. Et donc, on fait la somme de tout. On trouve 2940 mètres. Félicitations si vous êtes arrivé là. Ok. Alors, 2023, un petit sujet supplémentaire, qui ressemble un peu à la géométrie dans l'espace, donc intéressant. Et donc, il y a toute une histoire avant que je vous ai mis là. Une mairie souhaite végétaliser la cour de son école. Bon, bref, voilà. Sur un sol de copeaux de bois, vachement important. Hein. La mairie souhaite installer des appuis conçus à partir de parallélépipèdes rectangles. La nature du sol, c'est vraiment un truc essentiel pour l'énoncé. Mais en même temps, il y a une compétence, savoir distinguer dans un grand énoncé quelles sont les données qui sont intéressantes de celles qui servent à rien, c'est pas inintéressant. Bon, les appuis sont obtenus à partir de blocs de bois éco-responsables, vachement important ça aussi, qui sont ensuite tronçonnés en partie afin d'obtenir une assise rectangulaire ABCD sur laquelle les élèves peuvent s'appuyer. La mairie décide d'installer dans la cour d'école 30 de ces appuis. Voilà, on a le plan des appuis. Voilà. Alors, il y avait les deux figures sur la même figure, mais je ne peux pas faire tenir les deux, sinon moi je disparais. Donc, je vous ai mis le plan général des parallélépipèdes qu'on va couper ici. Et puis en fait, l'assise, voilà, c'est une fois qu'on a coupé, c'est ça l'assise. Hein, d'accord, il y avait les deux figures là pour qu'on comprenne bien l'énoncé. Hein. Alors, première question, calculer en mètres cubes le volume de bois nécessaire avant tronçonnage, donc pour faire les 30 parallélépipèdes. Vous avez les dimensions, 40 cm de large, 1 mètre de long et 1 mètre 25 de haut. Donc voilà, il faut en faire 30. Quel volume de bois ça fait? On imagine qu'il n'y a pas de perte hein, quand on coupe. Bon, bref. Ok, ensuite, donc les assises, là, ces choses-là sont peintes en blanc. Montrée claire du rectangle, là, la superficie à peindre est égale à 2120 cm². Voilà, c'est un peu plus subtil. Allez au boulot. En sachant qu'on coupe ici, hein, la longueur ici, c'est 72 cm, vous voyez, une fois qu'on a coupé, quoi, au lieu d'un mètre. Hein. Ok, voilà, voilà. Alors, donc... Bon, déjà, alors les volumes, bon, bah, ça c'est pas très dur. Hein. Le volume d'un parallélépipède, normalement vous savez que c'est le produit des trois dimensions. Donc 0,4 fois 1 fois 1,25. Hein. Ok, donc il ne faut pas oublier de changer hein, l'unité, mais 40 cm c'est 0,4 mètres. Donc ok, on trouve 0,5 mètres cubes pour 1, et il en faut 30, donc ça fait 15 mètres cubes. La moitié de 30, 15 mètres cubes. Ok, jusque-là, ça va. Alors c'est un peu plus subtil, c'est de calculer la surface là, du rectangle ABCD. Alors pour cela, et c'est là que ça devient dur, c'est que pour justifier proprement, je ne vois pas comment faire autrement que de rajouter un point. Le point du coin ici, là, qui va disparaître une fois que ce sera découpé, qu'on appelle M. Et donc c'est là que ça devient compliqué. Vous voyez, quand il y a des points qui ne sont pas nommés dans l'énoncé qu'il faut nous-mêmes rajouter, tout de suite, bah, c'est plus compliqué pour faire le raisonnement. Il faut y penser, d'accord? Donc voilà, je rajoute ce point M là parce qu'il va m'être bien utile. Donc la longueur AM, bah, je sais que c'est 28 puisque c'est ce que j'avais 100 cm et il en reste 72 ici, donc il en manque 28 pour aller à 100. D'accord? Donc cette longueur-là, AM, c'est 28. Ok? Jusque-là, tout va bien. Et je connais cette longueur-là, AD, d'accord? Puisque c'est 1,25 moins 80, enfin 125 cm moins 80 cm, donc ça fait 45 cm. Ok? Et donc maintenant, bah, dans le triangle ADM, là, j'ai un angle droit en M, j'ai cette longueur-là, j'ai les deux côtés perpendiculaires, je peux trouver la longueur AD. Hein, tout l'objectif pour moi, c'était de calculer cette longueur-là, parce que pour faire l'aire d'un rectangle, c'est le produit des longueurs des côtés. Donc la longueur CD, 40 cm, ça va, donc il fallait trouver d'une manière ou d'une autre la longueur AD. Et donc c'est là que j'ai visualisé ce petit triangle rectangle, dont je connais la longueur des deux côtés perpendiculaires. C'est pour ça que j'ai introduit le point M1. Et donc maintenant, bah voilà, je fais la somme des carrés de ces deux côtés. 28 au carré plus 45 au carré, ça me fait 2809. Et de la racine de 2809, ça tombe bien, ça tombe pile. C'est un indice qu'on ne s'est pas trompé, ça aussi. Hein. Vous voyez, souvent, comme par magie, les réponses dans les problèmes de maths, ça tombe sur des nombres entiers.
Ce qui ne devrait pas arriver, mais c'est un indice qu'on ne s'est pas gouré. Si vous trouvez des résultats tout bizarres, des fois, méfiez-vous. C'est pas obligé, mais c'est souvent un indice qu'on s'est planté. Donc voilà, je trouve que AD fait 53. Et du coup, voilà, donc je suis très heureux. Et puis du coup, après l'aire de la 6, bah, du coup, l'aire du rectangle, c'est la longueur CD 40 fois la longueur AD 53. Et donc, je trouve bien 2120 cm². Et voilà. Bon, là, il y avait la réponse, donc on peut vérifier, mais sinon, c'est toujours une astuce utile. Ok, félicitations si vous avez trouvé ça. Alors, maintenant, en 2025, on a eu un petit sujet un petit peu original, là. On dit, voilà, les 11 pièces ci-dessus s'obtiennent à partir d'un triangle équilatéral en creusant ou en bombant, ou en laissant en rectiligne ses côtés. D'accord? Donc, ils disent pas trop. Les arcs de cercle joignant deux sommets ont tous la même longueur et le même rayon. Donc là, voilà. Donc, en l'occurrence, à chaque fois, je pense que le centre de ces morceaux de cercle, c'est le sommet opposé. Ils ne l'ont pas dit, mais bon, ça a l'air d'être ça. Voilà, donc on a toutes les figures possibles. Donc, enfin, du coup, le rayon, vous voyez, à chaque fois des cercles, ce serait le côté du triangle équilatéral, parce que là, le centre, il est à l'extérieur, hein, quand on creuse comme ça. Mais voilà. Donc, on obtient toutes ces figures. On va dire, bah, d'accord, et alors, c'est quoi les questions? Bah alors, la question, c'est quelle est la plus petite R? La plus grande, d'abord, et la plus petite. Déjà, ça se voit, après, il faut voir comment on fait pour justifier, c'est pas du tout évident. Ensuite, indiquer 4 figures qui ont le même périmètre et des aires différentes. Donc c'est bien, mais on voit bien qu'aire et périmètre, c'est pas la même chose. Et ensuite, indiquer 3 paires de figures. Donc 3 paires, attention, hein, 3 couples, hein, c'est 3 parties, 3 ensembles de 2. Hein. Ok? Pas 3 figures, hein, 3 paires, qui ont la même aire, mais des périmètres différents. Ok? Parce que moi au début, j'ai lu trop vite l'énoncé, donc je vous dis, hein, c'est moi aussi des fois je lis trop vite l'énoncé. J'ai 3 figures qui ont la même aire, mais des périmètres différents. Puis je les trouvais pas. Forcément, c'était pas ça la question. Bon. Chaque figure peut être citée qu'une seule fois, d'accord? Donc il faut trouver 3 couples en fait. Hein, sinon on n'y arrive pas en fait. Hein. Bref, allez au boulot. Alors allons-y, donc la figure qui est la plus grande R. Bon bah visuellement c'est évident, c'est la C. Maintenant comment on justifie? Bah moi j'ai dit, regardez, si je prends n'importe quelle figure, je peux la cacher derrière la C. Vous voyez, la D, bah, elle va être cachée, il y aura le petit trait ici, mais elle va être complètement cachée. La B, elle va être cachée, il manque les deux petits bouts ici, la I aussi, enfin bref. Voilà, c'est pas fou comme explication, mais si je les découpe, la C recouvre tout le monde, donc c'est bien celle qui a la plus grande R. Ok? Et la plus petite, bah, c'est H, et la raison que j'ai donnée, bah, c'est parce que je peux la cacher derrière toutes les autres. Hein, si je la mets derrière F, elle est cachée, je la mets derrière E, elle est cachée, je la mets derrière C, et ça, donc voilà. On peut pas calculer, enfin, on pourrait calculer les aires, mais ça, ils n'ont pas donné la longueur du rayon, donc on peut pas vraiment calculer les aires, alors comment justifier? Je vois pas mieux. Si jamais vous avez des mieux, en commentaire, n'hésitez pas. Mais moi, je vois pas trop comment on peut justifier mieux, en fait. Hein. Ok. Alors, ensuite, c'est pareil. Justifier, ça va être compliqué. Mais déjà, si on trouve les bonnes réponses, je pense que déjà, on a fait une grosse partie du boulot, là, en l'occurrence. Hein. Donc, c'est pour... voilà, ils veulent voir si vous comprenez des choses visuellement et si vous comprenez les figures. Indiquez 4 figures qui ont le même périmètre et des aires différentes. Si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause, cherchez, c'est intéressant. C'est pas très dur, mais c'est toujours intéressant. Donc 4 figures qui ont le même périmètre et des aires différentes. Alors bah, il faut regarder, hein, c'est pas si évident que ça. Donc moi j'ai pris les figures C, H, I et J, puisque à chaque fois elles sont délimitées par 3 morceaux de cercle. Donc voilà, la C, la H, la I et la J. À chaque fois, les 3 segments, c'est les 3 morceaux de cercle et qui donc, on suppose, puisqu'ils ont, même si c'est pas marqué que c'est le même rayon, mais qui sont... Ah si, c'est marqué c'est le même rayon, mais on ne disait pas quel était le rayon. Donc ces 3 longueurs de ces morceaux de cercle sont tous égaux. Donc bah, c'est la même longueur de périmètre de tout cela. Hein. C, H, I et J, c'est 3 morceaux de cercle, donc même périmètre. Et puis les aires sont toutes différentes. Alors comment on justifie ça? Bah, j'ai dit, voilà, J, il cache C. Alors J, il cache I. Alors on ne voit pas si on le met juste comme ça, mais si on tourne I de 60 degrés, ouais, I va être caché par J, et puis H est caché par I. Donc voilà, l'aire de C est plus grande que celle de J, qui est plus grande que celle de I, qui est plus grande que celle de H, donc c'est pas les mêmes. Hop, hop. Je fais une faute de frappe là, c'était H, hein, pas K. Ok, vous corrigez. Très bien. Ensuite, donc 3 paires de couples qui ont la même aire et des périmètres différents. Donc pareil, cherchez si vous ne l'avez pas fait, c'est marrant. Donc on y va. Déjà, j'ai pris alors, G et A. Alors, pourquoi? Bah parce que G et A, alors regardez, je rajoute un petit morceau de cercle en bas du triangle et j'en ai enlevé un de ce côté-là.
Donc si je coupe ici, là, droit, je prends ce petit bout, je le colle là, bim, j'obtiens A. Donc A et G ont la même R, d'accord? On ajoute ce qu'on enlève. C'est pas, je sais pas, les justifications, je suis d'accord. Et donc, et par contre, le périmètre de G est plus grand que celui de A, parce que A, il y avait 3 segments, et G, il y a un segment et 2 morceaux de cercle. Les morceaux de cercle sont plus longs que les segments, vous voyez bien. Hein, pour aller de là à là, c'est plus rapide d'aller en ligne droite que de faire le morceau de cercle. Donc le périmètre de G est plus grand que celui de A, et l'air est la même. Ok, maintenant, il faut en trouver 2 autres. Et encore une fois. Alors ensuite, ce que je vous ai mis, B et J et E et I. Et alors les raisonnements, c'est rigoureusement les mêmes à chaque fois. Donc B et J, alors qu'est-ce qui se passe? B et J, regardez, j'ai enlevé un morceau de cercle en bas et j'en ai ajouté un là. Vous voyez, j'en enlève un ici, je rajoute là. Bim, B et J. Et puis pareil, le périmètre est plus grand parce qu'il y a 3 morceaux de cercle, il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Et ensuite E et I. Donc E et I, regardez, toujours pareil, j'ai enlevé un bout de cercle ici, je le rajoute là, j'obtiens I. Ok. Et donc périmètre de I plus grand que périmètre de E, voilà. Même R. Ok. Voilà, voilà. C'est pas évident. Alors ensuite, alors celui-là, on commence à arriver dans les trucs un petit peu velus. Je sais pas jusqu'à quel point, enfin bref, je vais en reparler, mais pour la construction, je sais pas exactement ce qu'il voulait, parce que ça m'a l'air un peu dur. Donc on a un problème de construction, là, tracer un segment RS, placer le point O au milieu du segment RS, tracer le cercle de diamètre RS, soit I un point de ce cercle tel que OL est perpendiculaire à... soit L un point de cercle tel que OL est perpendiculaire à RS, placer le point I au milieu du segment OS, le cercle de centroïde rayon IL coupe le segment RO en D, voilà, et alors ensuite LD est la longueur des côtés d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle de diamètre RS. Placer les 5 sommets du pentagone sur le cercle et construire le pentagone. Pouf! Ensuite, il y a des questions. Alors, montrer que pour obtenir un pentagone dont les côtés font 7, il fallait commencer par construire un segment RS mesurant environ 11,9 cm. Elle n'est pas évidente cette question. Hein. J'ai réfléchi un peu. Hein. Et en lisant le programme de construction précédent, construire un pentagone régulier dont les côtés mesurent 7 cm. Honnêtement, moi j'ai commencé par la construction parce que pour réfléchir, pour faire sans figure, c'est hyper dur de faire les raisonnements, vous voyez. Donc moi je vous propose de commencer par faire ça, ce qui est déjà pas simple, pour après faire ça. Parce que sinon, on n'a pas la figure, c'est un peu vachement dur de raisonner. Si vous arrivez à faire ça, respect, hein, sans la figure. Hein. Ok, alors accrochez-vous les ceintures parce que la figure déjà elle n'est pas simple. Et pour ça, comme il y a plein d'étapes, je me demande s'ils n'acceptaient pas qu'on utilise l'équerre en vrai pour faire les angles droits. Parce qu'elle est quand même compliquée. Quoi. Et qu'on mesure pour les milieux et tout, je sais pas. Donc on trace un segment RS, jusque-là tout va bien. Placez le point O au milieu du segment RS. Bon. Dans le doute, moi je vous dirais bien de construire le milieu en faisant la médiatrice de RS, comme on sait faire. Peut-être qu'ils acceptaient qu'on prenne le milieu et l'équerre, parce qu'il y a plein d'étapes, donc je ne sais pas trop. Mais enfin bon, moi je vous l'ai fait la version, on est sûr d'avoir tous les points. Ok. Donc voilà, donc on trace un cercle, hein, vous vous rappelez, de centre S, et un autre cercle de même rayon de centre R, on les prend le rayon assez grand pour que ça se coupe. Si vous prenez des tout petits rayons, ça ne se coupe pas, on recommence. Hein. Donc on prend des rayons assez grands pour que ça se coupe en 2 points. Et donc on peut tracer la droite qui est ici, qui est la médiatrice de RS. Et donc elle passe par le milieu, et donc l'intersection en bas, c'est donc le milieu O que j'ai trouvé. Ok. Ensuite, le cercle de diamètre RS, une fois que j'ai le point O, c'est pas dur, je plante mon compas en O, je passe par S et je trace. Ok. Et du coup, le point L, ça tombe bien, c'est cadeau parce que c'était le point tel que ce soit perpendiculaire. C'est le point du cercle tel que ce soit perpendiculaire. OL soit perpendiculaire à RS, c'est bon, je l'ai, le point L, il est là. Ok. Jusque-là, tout va bien. Alors ensuite, I, le milieu de OS. Alors normalement, il faut refaire. Bon, là, je n'ai pas mis les traits de compas parce que je mets, on ne va plus rien y voir, mais en théorie, vous replantez, vous prenez un arc de cercle, là, vous tracez, hop, en partant de O, en partant de S, et vous retracez une droite perpendiculaire, vous trouvez le point I. Donc là, pour ne pas surcharger ma figure qui va déjà être bien compliquée, j'ai mis le point I comme ça directement. Mais comme il y a plein d'étapes, je me demande s'ils n'acceptent pas qu'on fasse avec la règle. Enfin, ok. Donc voilà. Ensuite, on prend le point I. Alors on passe le point I, on prend le compas, on plante en I, on passe par L et on trace. Et le point qu'on obtient ici, c'est D. Hein, d'accord. Puisque c'est voilà, c'est exactement le cercle de centroïde rayon IL, donc ce qu'on a fait. Il coupe le segment RO en D. Donc j'ai fait exactement ce qui était marqué. Ensuite, LD, alors cette longueur-là, c'est la longueur du pentagone. Donc là, tout va bien. Je prends mon compas, je pointe en L, je prends la longueur LD et je coupe le cercle ici en un petit point. Là, je claque et j'ai trouvé le premier côté du pentagone. Je garde le même écartement de compas parce qu'on me dit que c'est un pentagone régulier. Donc tous les côtés sont de même longueur. Donc je garde l'écartement du compas que j'avais. Je pointe ici, bim, j'obtiens le deuxième.
et je recommence, j'obtiens le troisième, le quatrième, je recommence, pour voir si je ne me suis pas trompé, j'obtiens le cinquième. Et la première fois que j'ai fait la figure à l'ordi, ça marchait pas bien. Donc du coup, il a fallu que je recommence, parce que j'étais pas assez précis, vous voyez. C'est vite compliqué. Puis une fois qu'on a trouvé les 5 points, ben là on les relie. Ah, on a trouvé notre pentagone régulier. Pas évident, hein. D'ailleurs, pour ceux qui disent ouais, concours PE, les maths c'est trivial. Hein, ça se discute, hein. Ok. Donc maintenant qu'on a notre pentagone, on est très heureux. Et on va peut-être pouvoir essayer de répondre à la question. Donc, voilà, montrer que pour obtenir donc la longueur ici, là, parce que LD là, était égal à 7 cm, il fallait commencer par un segment RS qui fait 11,9. En plus, la question est tordue, parce que d'habitude, c'est plutôt qu'on a une construction, tiens, si on part d'une longueur RS de temps, alors combien fait le truc? Là, il faut revenir en arrière. Ok, donc la méthode la plus simple que j'ai trouvée, c'est de partir quand même en marche avant en posant une inconnue, et puis de voir combien on obtenait à la fin, et puis du coup de résoudre une équation. Donc voilà, pour que ça tombe un peu plus juste, j'ai posé comme inconnue la longueur. Donc je suppose que ça fait LD, ça fait 7, et je cherche la longueur RS. Et donc comme inconnue, j'ai posé la longueur OI. Voilà, j'ai dit que ça faisait X. Comme ça me permet de ne pas avoir des fractions pour OI. Tu vois, si j'avais appelé X la longueur RS, alors OS ça aurait été X sur 2, OI ça aurait été X sur 4 et tout. Pour pas m'embêter, OI c'est X, et du coup la longueur que je cherche, RS, à la fin, ce sera 4X. Voilà. Et puis OL, cette longueur-là, c'est 2X. Voilà. Bon, c'est juste pour pas avoir des fractions, hein, mais ça, mon inconnu, c'est OI. C'est X, ok. Bon, ben voilà, il faut faire le rapport maintenant entre cette longueur LD et X. Ok. Alors, bah, la première idée que j'ai eue, c'est de dire de considérer le triangle LOI. Alors, c'est un triangle rectangle, je connais OL, c'est 2X, je connais OI, c'est X, donc je peux trouver la longueur de l'hypoténuse LI. Ok, hein, Pythagore, donc très bien. LI au carré, bah, du coup, c'est égal à x2 plus 2x tout au carré, ça fait 4x2, donc ça fait 5x2. Et donc, si je prends la racine, LI, ça fait racine de 5 fois x. Ça part mal. Ok, cette longueur-là, LI, ok. Bon, très bien. Alors, très bien. Donc maintenant, pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que je vous rappelle que IL, c'est le rayon du cercle rouge, là. C'est-à-dire que je sais que ID, c'est égal à IL, d'accord? Donc, bah, du coup, je vais connaître la longueur DO. Hop. Donc, c'est ce que j'explique là. Je dis, voilà, comme le triangle ILD, il est isocèle en I, puisque IL est égal à ID, puisque c'est deux rayons du cercle, je peux en déduire que, bah, du coup, ID, c'est racine de 5x, comme là. Et donc, OD, c'est racine de 5x moins x, moins OI. Donc, j'ai cette longueur OD. OK? Et donc, moi, je vous rappelle que depuis le début, je cherche cette longueur LD, hein, que je ne connais pas, qui n'est pas égale à celle-là. Hein. Même si son dessin, ça a presque l'air d'un triangle équilatéral, il n'y a aucune raison. Je sais que lui est égal à lui, mais lui, là, je ne sais pas. Mais par contre, maintenant que je connais cette longueur-là et cette longueur-là, je peux faire encore un nouveau Pythagore dans ce triangle rectangle ici. C'est 3 étapes, hein, pas évident le raisonnement. Hein. Ok, LO c'est toujours 2x au carré. Celui-là, je viens de le calculer. C'est racine de 5x moins x. Qu'il faut que je mette le tout au carré, identité remarquable et tout le tralala. Et ça au carré plus ça au carré, ça doit faire 7 au carré, 49. Et donc j'obtiens cette équation-là. Bon, pas simple, hein, vous voyez. Donc hop, vas-y, on y va, on calcule toute cette petite chose-là. Et donc voilà, on trouve que si on développe ça là-bas, hein, ça au carré, ça fait 5x2, plus x2, ça fait 6x2, le double produit, ça fait moins 2 racine de 5x2, et 6 plus 4, ça fait 10x2, donc je trouve 10 moins 2 racine de 5x2. Il faut utiliser A2 plus B2 moins 2AB, hein, vous savez, A moins B au carré. Hein. Bref, je vous laisse faire le calcul, c'est pas simple, on trouve cette horreur-là. Ok, donc x, il faut diviser par ça et prendre la racine carrée. Vous voyez la formule horrible? Alors, ok, donc 49 divisé par ce truc-là à la racine carrée, ça fait 7 divisé par la racine de 10 moins 2 racine de 5. Une racine de racine, quoi. Sérieusement, quoi. Ok. Voilà, heureusement qu'il donnait les résultats à la fin pour vérifier qu'on ne s'est pas gouré. Et donc, on trouve que x, ça fait ça. Et puis, donc, on multiplie par 4 pour trouver RS, on trouve à peu près 11,9. 11,91 à peu près, donc à peu près 11,9, on est très heureux. Mais il y a peut-être plus simple. Si vous avez une technique plus simple en commentaire, je suis très très intéressé. Moi je n'ai pas trouvé plus simple, mais peut-être qu'il y a. Je vois pas comment, mais peut-être. J'ai peut-être raté un truc. Hein. Alors là, c'est le problème de la géométrie, c'est que des fois, il y a... Ah, mais si, regarde, en fait, il y avait un Thalès dans un coin, un truc. Bon, là, je vois pas trop de droite parallèle, mais on ne sait pas. Ok. Donc voilà. Donc pas évident.
Hein, je veux dire, il y a des fois des exos, ça laisse perplexe. Vous dites, putain, on est pour les PE là. Bon, après, c'est un concours, hein, donc c'est pas grave si on ne fait pas toutes les questions. Hein. Mais celui qui cartonne là, il va prendre plein de points d'avance. Hein. Ok, allez, 2025. Un autre sujet qui est un peu moins dur que le précédent, mais pas complètement évident pour autant. Donc voilà, alors on a Alice et Bob qui habitent dans les maisons A et B, qui sont de part et d'autre d'un ruisseau, là, qui est représenté par cette droite-là. Et ils veulent construire un pont sur le ruisseau pour pouvoir communiquer, se rendre d'une maison à l'autre. Okay. Et donc, pour placer le pont, ils hésitent entre deux possibilités. Donc voilà, là c'est la figure, le schéma de leur quartier, comment ça se passe. Hein, les points A et B, bon, c'est les maisons d'Alice et de Bob, la droite IJ, c'est le ruisseau. Et le point P, ça représente la position du pont. Okay, on suppose qu'il n'a pas de longueur, parce que la rivière, tout ça, mais on est en maths, donc on simplifie tout ça. Ok. Donc voilà, alors quelles sont les longueurs qu'on connaît? On sait que IJ, là, c'est 120. Ok. On sait que IA, c'est 30, et que JB, c'est 46. Et on appelle X la longueur IP, donc c'est à chaque fois dans les deux configurations, il va falloir calculer la longueur X. Ok, alors première configuration, on se dit, bah, c'est facile, hein, on prend la longueur, on prend la droite AB, là, bim, et on trace au moment où ça coupe le ruisseau. Comme ça, on a le plus court chemin pour aller d'une maison à l'autre. Ok. Jusque-là, tout va bien. Donc, il faut calculer la longueur IP. Première question. Voilà, je vous ai résumé l'énoncé, pour regarder le vrai énoncé, mais je vous ai rien masqué. Hein. Donc voilà, avec cette configuration-là, trouver la longueur X. Ok. Deuxième possibilité, parce qu'ils disent oui, mais moi j'aime bien les pêcher en me mettant sur le pont, et c'était un peu dégueu cette probabilité, parce que moi pour marcher pour aller au pont, c'est beaucoup plus long que toi pour marcher pour aller au pont. Donc le B dit je ne suis pas d'accord, et moi je propose qu'il faut la même longueur entre moi et le pont qu'entre toi et le pont. Ok, bon d'accord. Alors du coup si on fait comme ça, eh bien, il y a des questions intermédiaires pour trouver la longueur X. On vous dit tiens, calculez déjà la longueur AP au carré et BP au carré en fonction de X. Et en déduire la longueur de X, d'accord? Et montrer que c'est vos 65, même on vous donne la réponse, parce que c'est pas si évident. Voilà, voilà, voilà. Au boulot. Ok, alors, donc, voilà, donc toute l'astuce qui va servir, déjà, ce qui n'est pas donné dans l'énoncé, mais il faut bien y penser, parce que ça va être utile pour les deux questions, c'est que la longueur PJ, ici, c'est 120 moins X. Hein, là, c'est X, là, c'est 120, donc là, PJ, c'est 120 moins X, d'accord? Donc ça va être utile de le savoir. Ok, d'accord. Alors, donc là, on a une configuration de Thalès, vous voyez, regardez. Hein. Alors, Thalès, c'est un peu compliqué parce que c'est pas dans un triangle, mais c'est deux côtés opposés qui sont tous les deux perpendiculaires à et J, donc qui sont parallèles. Et on a donc, voilà, un angle opposé par le sommet et deux côtés parallèles au bout. Et donc, les triangles là et là sont semblables. Hein, et donc, on a les relations suivantes. AI divisé par JB est égal à AP divisé par PB est égal à IP divisé par PJ. Ok, donc là IP bah, ça tombe bien c'est X et PJ c'est 120 moins X, donc j'ai deux inconnus, mais enfin bref, AI sur JB c'est égal à ça. Or il se trouve que AI sur JB bah, je le connais, hein, c'est 30 sur 46, ça c'est un nombre que je connais, d'accord, et donc je fais mon petit produit en croix, je trouve que 30 fois 120 moins X ça doit être égal à 46 fois X. Et donc là je retrouve une équation qui est sympathique, qui est du premier degré, on développe, hein, donc ça fait 3600 moins 30x égale 46x, je passe le 30x de l'autre côté, je trouve que 3600 ça fait 76x et donc x est égal à 3600 sur 76 ce qui fait 47. Voilà. Donc voilà. Pas à peu près 47, ça arrondit. Bon, okay. Première question. Ouf, pas évident. Mais bon, il n'y avait qu'une étape du Thalès. La deuxième, elle est un peu plus velue. Donc on vous dit de calculer AP carré et BP carré en fonction de x. Bon, bah alors, triangle rectangle, AP carré, on va peut-être faire de Pythagore. Hein. Donc 30 au carré plus x au carré, ça fait AP au carré. Ok, 30 au carré plus x au carré. Là, toujours même astuce, il fallait bien penser que là c'était 120 moins x. Donc 120 moins x au carré plus 46 au carré égale PB au carré. Okay. Or, ces deux longueurs sont égales par définition. AP est égal à PB, donc AP au carré est égal à BP au carré. Okay. Donc je peux dire que ça doit être égal à ça. Ah oui, j'ai marqué l'énoncé, ok. Donc je dois voir que 30 au carré plus x au carré doit être égal à 46 au carré plus 100 moins x au carré. Alors, on va me dire, oh là, il y a une équation avec des x au carré et tout. Alors non, parce qu'il se trouve que quand je développe, là, ça fait 120 au carré moins 2 fois 120 fois x, donc moins 240x, plus x au carré. Ah, ça simplifie avec le x au carré qui est là. Ok, donc je suis très content. Hein. Donc quand je développe celui-là, ça fait 120 au carré, moins 240x, plus x2. Donc les x2 vont dégager. Et donc j'obtiens une équation du premier degré, d'accord,
Donc je passe lui de l'autre côté, 240x est égal à 46 au carré plus 120 au carré, moins 30 au carré, et je trouve que ça fait 15 616, et donc je divise, et donc je trouve que x, ça fait 15 616 sur 240, ça fait à peu près 65 mètres. Et voilà. Pas mal. Ok. Donc voilà, tous ces exercices-là, c'est toujours, les outils, c'est Thalès, Pythagore, mais encore faut-il les utiliser, savoir poser les inconnus. Vous voyez, il y a des petites subtilités. Hein. Là, par exemple, il fallait remplacer ça par 101 moins x. On prenait une autre inconnue y, on s'en sortait pas, quoi. Il fallait bien repérer qu'on pouvait exprimer tout en fonction de cet inconnu, tout ça. Et ça, c'est des compétences qui ne sont pas évidentes. Hein. Il faut obtenir par l'entraînement, quoi. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas dégoûté de la géométrie. Voilà, je sais que c'est la partie la pas simple, c'est là-dessus qu'on peut faire la différence, j'en suis vraiment persuadé, parce qu'il y a des questions de pourcentage, tout ça que presque tous les élèves font. La géométrie, c'est vraiment, si on maîtrise la géométrie, on peut vraiment creuser l'écart et vraiment, ça donne des atouts pour aller là où on veut. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous y mettre. Je suis d'accord que c'est difficile, qu'on n'a pas fait de maths depuis longtemps, mais je pense que ça vaut le coup. Allez, à ciao, bon courage à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, je remercie mes petits tipeurs, voilà, hein, de nouveau une petite liste mise à jour, toujours aussi nombreux, enfin de plus en plus nombreux, voilà, depuis quelques temps j'ai une nouvelle couleur, là c'est le jaune, c'est pour ceux qui me soutiennent depuis plus de 4 ans, et 48 mois, c'est du délire. Donc voilà, et puis je vous rappelle que l'ordre, hein, c'est par montant total donné, donc notre ami 123 Imprime, que je remercierai jamais assez, est un très très généreux donateur, donc voilà, je le remercie infiniment. Et puis, merci même à ceux qui donnent en fonction de leurs moyens. Je veux dire, ça fait toujours plaisir. Comme je vous rappelle, il n'y a aucune obligation. Vous le donnez que si vous avez envie. Et je bois des coups à votre santé régulièrement. Donc, merci infiniment. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais maintenant aller tourner d'autres vidéos. Parce que voilà, j'ai fini la géométrie. Là, je ne vous cache pas, j'ai une journée de tournage. Et pour ceux qui regardent, là, je vais aller enchaîner sur les suites de fonctions. Il sortira sans doute beaucoup plus tard et tout ça. Mais enfin, bref. Ciao, ciao. Bisous et à bientôt. Bye bye.